Bonsoir, ici Angélie Narration et je vais vous conter une histoire pour vous endormir. L'histoire de Réponse des contes de Grimm. Il était une fois un mari et sa femme qui avaient depuis longtemps désiré avoir un enfant. Quand enfin la femme fut dans l'espérance et pensa que le bon Dieu avait bien voulu accomplir son vœu le plus cher. Sur le derrière de leur maison, ils avaient une petite fenêtre qui donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plantes et les fleurs les plus belles. Mais il était entouré d'un haut mur, et nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'il appartenait à une sorcière douée d'un grand pouvoir et que tout le monde craignait. Un jour, donc, que la femme se tenait à cette fenêtre et admirait le jardin en dessous, elle vit un parterre planté de superbes réponses avec des rosettes de feuilles si vertes et si luisantes, si fraîches et si appétissantes que l'eau lui en vint à la bouche et qu'elle rêva d'en manger une bonne salade. Cette envie qu'elle en avait ne faisait que croître et grandir de jour en jour. Mais comme elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle tomba en mélancolie et commença à dépérir, maigrissant et pâlissant toujours plus. En la voyant si bas, son mari s'inquiéta et lui demanda « Mais que t'arrive-t-il donc, ma chère femme ?»« Ah, lui répondit-elle, je vais mourir si je ne peux pas manger des réponses du jardin derrière chez nous. » Le mari aimait fort sa femme et pensa « Plutôt que de la laisser mourir, je lui apporterai de ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Le jour même, après le crépuscule, il escalada le mur du jardin de la sorcière, y prit en toute hâte une pleine main de réponses qu'il apporta à son épouse. La femme s'en prépara immédiatement une salade qu'elle mangea avec une grande avidité. Mais c'était si bon et cela lui avait tellement plu que le lendemain, au lieu que son envie fût satisfaite, elle avait triplé. Et pour la calmer, il fallut absolument que son mari retournât encore une fois dans le jardin. Au crépuscule, donc, il fit comme la veille. Mais quand il sauta du mur dans le jardin, il se figea d'effroi, car la sorcière était devant lui. « Quelle audace de t'introduire dans mon jardin comme un voleur !» lui dit-elle avec un regard furibond, « et de venir me voler mes réponses. Tu vas voir ce qu'il va t'en coûter. »« Oh, supplia-t-il, ne voulez-vous pas user de clémence et préférer miséricorde à justice ? Si je l'ai fait, si je me suis décidée à le faire, c'est que j'étais forcée. Ma femme a vu vos réponses par notre petite fenêtre, et elle a été prise d'une telle envie d'en manger qu'elle serait morte s'il n'en avait pas eu. » La sorcière fit taire sa fureur et lui dit « Si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras, mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Tout ira bien pour lui, et j'en prendrai soin comme une mère. » Le mari, dans sa terreur, accepta tout sans discuter. Et quelques semaines plus tard, quand sa femme accoucha, la sorcière arriva aussitôt, donna à l'enfant le nom de Réponse et l'emporta avec elle. Réponse était une fillette, et la plus belle qui fût sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait, sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sous la fenêtre et criait « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Réponse avait de longs et merveilleux cheveux, qu'on eût dit de fils d'or. En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laissait se dérouler jusqu'en bas, à 20 aunes au-dessus, si bien que la sorcière pouvait se hisser et entrer. Quelques années plus tard, il advint qu'un fils de roi, qui chevauchait dans la forêt, passa près de la tour et entendit un chant si adorable qu'il s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui se distrayait de sa solitude en laissant filer sa délicieuse voix. Le fils de roi, qui voulait monter vers elle, chercha la porte de la tour et n'en trouva point. Il tourna bride et rentra chez lui. Mais le chant l'avait si fort bouleversé et ému dans son cœur qu'il ne pouvait plus laisser passer un jour sans chevaucher dans la forêt pour revenir à la tour et écouter. Il était là, un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver une sorcière qu'il entendit appeler sous la fenêtre. « Réponse, Réponse,
Descends-moi tes cheveux. » Alors Réponse laissa se dérouler ses nattes, et la sorcière grimpa. « Si c'est là l'escalier par lequel on monte, je veux aussi tenter ma chance, » se dit-il. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il alla au pied de la tour et appela. « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux. » Les nattes se déroulèrent aussitôt, et le fils de roi monta. Sur le premier moment, Réponse fut très épouvantée en voyant qu'un homme était entré chez elle, un homme comme elle n'en avait jamais vu. Mais il se mit à lui parler gentiment, et à lui raconter combien son cœur avait été touché quand il l'avait entendu chanter, et qu'il n'avait plus eu de repos tant qu'il ne l'eût vue en personne. Alors Réponse perdit son effroi, et quand il lui demanda si elle voulait de lui comme mari, voyant qu'il était jeune et beau, elle pensa « Celui-ci m'aimera sûrement mieux que ma vieille mère marraine, la taufe patin. » Et elle répondit qu'elle le voulait bien. En mettant sa main dans la sienne, elle ajouta aussitôt « Je voudrais bien partir avec toi, mais je ne saurais pas comment descendre. Si tu viens, alors apporte-moi chaque fois un cordon de soie. J'en ferai une échelle, et quand elle sera finie, je descendrai et tu m'emporteras sur ton cheval. » Ils convinrent que d'ici là, ils viendraient la voir tous les soirs, puisque pendant la journée venait la vieille. De tout cela, la sorcière n'eut rien deviné. Si, un jour, Réponse ne lui avait dit « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?»« Ah, scélérate, qu'est-ce que j'entends » s'exclama la sorcière. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde entier, et tu m'as pourtant floué. » Dans la fureur de sa colère, elle empoigna les beaux cheveux de Réponse et les serra dans sa main gauche, en les tournant une fois ou deux, attrapa des ciseaux de sa main droite et cric-crac, les belles nattes tombaient par terre. Mais si impitoyable était sa cruauté, qu'elle s'en alla déposer Réponse dans une solitude désertique, où elle l'abandonna à une existence misérable et pleine de détresse. Ce même jour encore, elle revint attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre, et vers le soir, quand le fils du roi arriva et appela « Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux !» Alors la sorcière laissa se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le fils de roi y monta, mais ce ne fut pas sa bien-aimée Réponse qu'il trouva d'en haut. C'était la vieille sorcière qui le fixait d'un regard féroce et empoisonné. « Ha ha !» ricana-t-elle. « Tu viens chercher la dame de ton cœur, mais le bel oiseau n'est plus au nid, et il ne chante plus. Le chat l'a emporté. Comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, Réponse est perdue. Tu ne la verras jamais plus. » Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils de roi sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tua pas, mais s'il sauva sa vie, il perdit ses yeux en tombant au milieu des épines, et il erra, désormais aveugle dans la forêt, se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant et se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erra ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour que ses pas tâtonnants l'amenèrent dans la solitude où Réponse vivait elle-même misérablement, avec les 2 jumeaux qu'elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il avait entendu une voix qui lui sembla connaître. Tout en tâtonnant, il s'avança vers elle. Réponse le reconnut alors et lui sauta au cou en pleurant. 2 de ses larmes ayant touché ses yeux, le fils du roi recouvra complètement la vue, et il ramena sa bien-aimée dans son royaume, où ils furent accueillis avec des transports de joie, et vécurent heureux désormais pendant de longues années de bonheur. Le conte de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre par Charles Perrault. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les belles qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et de demoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse.
pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits les plus à la mode, des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience, et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gaudronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. » On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla les mieux du monde, et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait une Cucendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, seras-tu bonne fille ? Dit sa marraine. Je t'y ferai aller. Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva 6 souris toutes sans vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelé. Comme elle était en peine, de quoi elle ferait un cocher ? « Je vais voir, dit Cendrillon. S'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? » ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde.
Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosserie. Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h trois quarts. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait priée. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir ?» leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût faire que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'ils s'étaient quittés. « Si tu étais venue au bal, lui dit une des deux sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu, que vous êtes heureuse! Ne pourrais-je point la voir ? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune, que vous mettez tous les jours. » « Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis. Prêter votre habit à un vilain cul-cendron comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11h. Elle se leva et s'enfuit, aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde.
que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il ne l'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier, à son de trompe, qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était très juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On l'amena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria, dès le jour même, à deux grands seigneurs de la cour. Le maître chat, ou le chat botté, un conte de Perrault. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes. Vous allez dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits, encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de Sa Majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit, en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira ses cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade,
sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre, et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le put un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, que je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. »« Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi, qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle
où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur qui lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris pour se divertir. Moralité: quelque grand soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité: si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec les yeux mourants, c'est pour l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en soit pas des moyens toujours indifférents. Le papillon, un conte des contes d'Andersen. Le papillon veut se marier, et, comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur, jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre, et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C'est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ces feuilles, à chaque feuille arrachée, ils demandent: m'aime-t-il ou m'aime-t-elle un peu? Beaucoup? Passionnément? Pas du tout? La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l'interroge. Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là. La Marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu'il l'avait appelée dame, alors qu'elle était encore demoiselle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il renouvela 2 fois sa question, et lorsqu'il vit qu'elle le gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était au premier jour du printemps. Les crocus et les perce-neige fleurissaient alentour. Jolies, charmantes fleurettes, dit le papillon, mais elles ont encore un peu trop la tournure des pensionnaires. Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui. Il s'envola vers les anémones. Il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales. La fleur de tilleul était trop petite, et de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose, mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain et tomber au premier souffle du vent. Un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des pois lui plut entre toutes. Elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse, elle a beaucoup de distinction, et, en même temps, elle est bonne ménagère, et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande, lorsqu'il aperçut, près d'elle, une cosse à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée. « Qu'est-ce cela ?» fit-il. « C'est ma sœur, répondit Fleur des Pois. « Vraiment ? Et vous serez un jour comme cela ?» s'écria le papillon qui s'enfuit. Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d'une haie. Il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune. À coup sûr, pensa le papillon, il était impossible d'aimer celle-là. Le printemps passa, et l'été après le printemps. On était à l'automne, et le papillon n'avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs robes les plus éclatantes, en vain, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse. C'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes. Et il y en avait fort peu, il faut l'avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu'elle est fleur tout entière, tant elle est parfumée de la tête aux pieds. Chacune de ses feuilles vaut une fleur, pour les senteurs qu'elle répand dans l'air. C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon.
je l'épouse. » Et il fit sa déclaration. L'amante demeura silencieuse et guindée en l'écoutant. À la fin, elle dit : « Je vous offre mon amitié, s'il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille et vous n'êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre, mais quant à nous marier, sachons à notre âge éviter le ridicule. » C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c'est une mauvaise méthode. Il devient donc ce que nous appelons un vieux garçon. L'automne touchait à sa fin. Le temps était sombre et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules au point de les faire craquer. Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là. Aussi, le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile, une chambre bien chauffée où régnait la température de l'été. Il y put vivre assez bien, mais il se dit : ce n'est pas tout de vivre, encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l'aperçut, on l'admira, on le captura et on le ficha dans la boîte aux curiosités. Me voici sur une tige comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement ce n'est pas très agréable, mais enfin, on est casé, cela ressemble au mariage. Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée. C'est une pauvre consolation. Murmurèrent railleusement quelques plantes qui étaient là dans des pots pour égayer la chambre. Il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leurs pots, se dit le papillon. Elles sont trop paleuraises pour être humaines. Le conte de Rumpelstiltskin des contes de Grimm. Il était une fois un pauvre meunier qui avait une fille d'une grande beauté. Un roi s'arrêta un jour pour bavarder un peu, et le meunier, pour se rendre intéressant, vanta les qualités de sa fille. « Ma fille sait filer de l'or avec de la paille. »« Ça alors, dit le roi, je saurai apprécier un tel talent. Si ta fille est vraiment aussi habile que tu le dis, amène-la demain au château, nous la mettrons à l'épreuve. » Le lendemain, la jeune fille se présenta au château. Le roi la conduisit dans une pièce où il y avait de la paille jusqu'au plafond. Puis, il lui remit une quenouille et lui désigna un rouet. « Mets-toi au travail, ordonna-t-il. Si avant l'aube tu n'arrives pas à transformer cette paille en or, tu n'échapperas pas à la mort. » La jeune fille s'assit, ne sachant quoi faire. Sa vie était menacée, mais elle n'avait pas la moindre idée de la façon dont on pouvait transformer de la paille en or. Elle avait le cœur serré, et, ayant de plus en plus peur, elle se mit à pleurer. Soudain, la porte s'ouvrit et un petit lutin entra dans la pièce. « Bonjour, jeune fille, » la salua-t-il. « Pourquoi pleures-tu à chaudes larmes ?»« Ah, soupira la jeune fille, je dois filer de la paille pour en faire de l'or, et je ne sais pas le faire. »« Que me donnerais-tu si je le faisais à ta place ?» demanda le petit homme. « Le collier que je porte au cou, » proposa la fille. Le lutin prit son collier, puis il s'assit au rouet et le fit tourner. Il tira 3 fois et une quenouille fut pleine. Il en mit une autre et une deuxième fut remplie, et ainsi de suite jusqu'au petit matin. À l'aube, toute la paille était filée et de l'or brillait sur toutes les bobines. Le soleil était à peine levé que le roi était déjà là, et il n'en revenait pas. Seulement, voyant tout cet or, il se frotta les mains, car comme il était très avare, il en voulait plus encore. Il fit amener la petite fille du meunier dans une autre pièce remplie de paille, beaucoup plus grande encore que la précédente, et il ordonna qu'elle la filât en une nuit si elle voulait avoir la vie sauve. La jeune fille ne sut quoi faire et se mit à pleurer, mais la porte s'ouvrit à nouveau et notre petit homme entra et dit : « Que me donneras-tu si je transforme cette paille en or ?»« Ma bague, » répondit la jeune fille, et elle enleva la bague de son doigt. Le lutin prit la bague et se mit au travail. Le rouet commença à tourner, et il tourna jusqu'à l'aube. Et comme la veille, la paille avait disparu, et le fil d'or brillait sur les bobines. Le roi fut fou de joie, mais il estima qu'il n'en avait pas encore assez.
Il en voulait toujours plus, encore et encore, et il fit donc amener la fille du meunier dans une 3e pièce, plus grande encore que la précédente, et ordonna « Tu fileras cette paille cette nuit, et si tu réussis, je t'épouserai. » À peine la jeune fille fut-elle seule, que le petit homme se montra pour la 3e fois et demanda à nouveau « Que me donneras-tu cette fois-ci, si je te file ta paille ?»« Que pourrais-je te donner ?» répondit la jeune fille. « Je n'ai plus rien. »« Promets-moi donc de me donner ton premier enfant quand tu seras reine. » Qui sait comment les choses vont se passer, se dit la jeune fille du meunier. Et comme de toute façon elle n'avait pas d'autre solution, elle promit au petit homme ce qu'il souhaitait, et ce dernier transforma donc, une fois encore, la paille en or. À l'aube, ayant tout trouvé comme il l'espérait, le roi fit préparer un grand banquet de noces et la belle meunière devint reine. Une année passa, et la reine donna naissance à un ravissant petit garçon. Et soudain, le petit homme entra dans sa chambre et dit « Donne-moi ce que tu m'avais promis. » La reine fut horrifiée. Elle proposa au petit homme toute la richesse du royaume, pourvu qu'il lui laissât son enfant. Mais le lutin ne voulait rien savoir. « Non, non, dit-il, je préfère quelque chose de vivant à tous les trésors. » La reine se mit à pleurer, et son chagrin finit par émouvoir le petit homme. « J'attendrai 3 jours, consentit-il, et si d'ici là tu as trouvé comment je m'appelle, tu pourras garder ton enfant. » La reine réfléchit toute la nuit, se rappelant tous les noms qu'elle avait entendus. Elle dépêcha un messager pour qu'il questionne les gens dans tout le pays, afin qu'elle apprenne tous les noms qui existent. Lorsque le lendemain matin, le lutin arriva, elle cita tous les noms qu'elle connaissait, mais chaque fois le petit homme hocha la tête. « Ce n'est pas mon nom. » Le lendemain, la reine envoya un émissaire jusque dans le pays voisin, afin de connaître les noms de ce pays. Elle cita ensuite au petit homme tous ces noms étranges et inhabituels. « Ne t'appelles-tu pas moustache de souris, ou gigot d'agneau, ou peut-être tranche de bœuf ?»« Ce n'est pas ça, » répondit le lutin à chaque fois. Le 3e jour, le messager de la reine revint du voyage et claironna d'entrée. « On ne peut plus trouver d'autres noms, pas un seul, mais lorsque je passai près d'une montagne à l'entrée d'une étrange forêt où les lapins et les renards se saluent avec courtoisie, j'aperçus une petite maison et devant elle un drôle de petit homme, un vrai lutin, sautiller à cloche-pied autour d'un feu en vociférant. Par temps froid et par temps chaud, Rumpelstiltskin n'est pas manchot. Je sais tout faire, même la cuisine, et un petit prince j'aurai en prime. » Vous comprenez aisément que la reine se réjouit en apprenant ce nom. Peu de temps après, le petit homme arriva au château, et il attaqua d'entrée. « Alors, ma reine, quel est mon nom ?»« Et si tu t'appelais Rumpelstiltskin ?» dit alors la reine. « Quel diable te l'a soufflé ? Quel diable te l'a soufflé ?» brailla le petit homme, et il frappa le sol de son pied droit avec tant d'énergie qu'il s'enfonça tout entier dans la terre. Puis, fou de rage, il attrapa son pied gauche avec ses 2 mains et crac, il se déchira en 2. La fille du roi et la grenouille des contes de Grimm. Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait encore être utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était si belle que le soleil, qui en a cependant tant vu, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt, et, dans la forêt, sous un vieux tilleul, une fontaine. Un jour qu'il faisait très chaud, la royale enfant partit dans le bois et s'assit au bord de la source fraîche. Et comme elle s'ennuyait, elle prit sa balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était son jeu favori. Il arriva que la balle d'or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit à pleurer de plus en plus fort. Elle était inconsolable. Comme elle gémissait ainsi, quelqu'un lui cria « Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait t'attendrir ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau, sa tête grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse ?» dit-elle.
Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. » « Tais-toi et ne pleure plus, » dit la grenouille. « Je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ?»« Ce que tu voudras, chère grenouille, » répondit-elle. « Mes habits, mes perles et mes diamants, et même la couronne d'or que je porte sur la tête. »« Je ne veux ni tes perles, ni tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et te rendrai ta balle. »« Mais oui, dit-elle, je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu me retrouves ma balle. » Elle se disait. Elle vit là, dans l'eau, avec les siens et Coas. Comment serait-elle la compagne d'un être humain? Quand la grenouille obtenut sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et, peu après, réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En retrouvant son beau jouet, la fille du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en courant. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emmène-moi, je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais il ne lui servit à rien de pousser ses quoi, aussi fort qu'elle pouvait. La jeune fille ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison, et bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la fontaine. Le lendemain, comme la petite princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or, avec le roi et tous les gens de la cour, on entendit plouf, 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 quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis on frappa à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi » Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait fort et dit « Que crains-tu, mon enfant ? Y aurait-il un géant derrière la porte qui viendrait te chercher ?»« Oh non !» répondit-elle, « ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. »« Que te veut cette grenouille ?»« Ah, cher père, hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci tomba dans l'eau. Parce que je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau. Et voilà qu'elle est là dehors et veut venir auprès de moi. » Sur ces entrefaites, on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. Ne sais-tu plus ce qu'hier, au bord de la fontaine fraîche, tu me promis? Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. » Le roi dit alors « Ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre. » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Prends-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à monter sur la table, et quand elle y fut, elle dit « Approche ta petite assiette d'or, nous allons y manger ensemble. » La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de mauvais cœur. La grenouille mangea de bon appétit. Quant à la princesse, chaque bouchée lui restait au travers de la gorge. À la fin, la grenouille dit « J'ai mangé à satiété, maintenant je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie, nous allons dormir. » La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur du contact glacé de la grenouille et n'osait pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien propre. Mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. » La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit en colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur.
comme ça tu dormiras, affreuse grenouille. » Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince aux beaux yeux pleins d'amitié la regardait. Il en fut fait selon la volonté du père de la princesse. Il devint son compagnon, aimé et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort, et la princesse seule pouvait l'en libérer. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent, et au matin, quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Ils avaient de blancs plumés sur la tête, et leurs harnais étaient d'or. À l'arrière se tenait le valet du jeune roi. C'était le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur transformé en grenouille, qu'il s'était fait bander la poitrine de 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le fidèle Henri l'y fit monter avec la princesse et s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit des craquements derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit « Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes ?»« Et non, seigneur, ce n'est pas la voiture, mais de mon cœur l'une des ceintures. Car j'ai eu tant de peine quand vous étiez dans la fontaine, transformé en grenouille vilaine. » Par 2 fois encore, en cours de route, on entendit des craquements, et le prince crut encore que la voiture se brisait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer du fidèle Henri, heureux de voir son seigneur délivré. Le conte de Hansel et Gretel, des contes de Grimm. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer, le bûcheron ruminait des idées noires. Une nuit, dans son lit, et remâchait ses soucis, il dit à sa femme « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ?»« Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumerons un petit feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. »« Oh, fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4 ? Alors il ne reste qu'à raboter les planches de nos cercueils. » Elle n'eut de cesse qu'il n'accepta ce qu'elle proposait. « Mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants, dit le bûcheron. Les 2 petits n'avaient pas pu s'endormir tant ils avaient faim. Ils avaient entendu ce que la marâtre disait à leur père. Gretel pleura des larmes amères et dit à son frère « C'en est fait de nous. »« Du calme, Gretel, dit Hansel, ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la chatière et se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs, devant la maison, étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel « Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas. » Et lui-même se recoucha. Quand vint le jour, avant même que le soleil ne se levât, la femme réveilla les 2 enfants. « Debout, paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis ils se mirent tous en route pour la forêt. Au bout de quelque temps, Hansel s'arrêta et regarda la direction de la maison. Et sans cesse, il répéta ce geste, et le père dit « Que regardes-tu, Hansel, et pourquoi restes-tu toujours en arrière ? Fais attention à toi, et n'oublie pas de marcher. »« Ah, père, dit Hansel, je regarde mon petit chat blanc qui est perché là-haut sur le toit, et je lui dis au revoir. »
La femme dit « Fou que tu es, ce n'est pas le chaton, c'est un reflet de soleil sur la cheminée. » Hansel, en réalité, n'avait pas vu le chat, mais à chaque arrêt, il prenait un caillou blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant, les enfants, ramassez du bois, je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on eut mis le feu et qu'ils eurent bien pris, la femme dit « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent auprès du feu, et quand vint l'heure du déjeuner, ils mangèrent leurs morceaux de pain. Ils entendaient retentir des coups de hache et pensaient que leur père était tout proche. Mais ce n'était pas la hache. C'était une branche que le bûcheron avait attachée à un arbre mort et que le vent faisait battre de ci de là. Comme ils étaient assis là depuis des heures, les yeux finirent par tomber de fatigue et ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors nous retrouverons notre chemin. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Ils étincelaient comme des écus frais, battus, et indiquaient le chemin. Les enfants marchèrent toute la nuit, et quand le jour se leva, ils atteignirent la maison paternelle. Ils frappèrent à la porte. Lorsque la femme eut ouvert, et quand elle vit que c'était Hansel et Gretel, elle dit « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. » Leur père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans la forêt. Peu de temps après, la misère régna de plus belle, et les enfants entendirent ce que la marâtre disait pendant la nuit à son mari. « Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche seulement, et après, fini la chanson. Il faut nous débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus profond dans la forêt, pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'y a rien d'autre à faire. » Le père avait bien du chagrin. Il songeait. Il vaudrait mieux partager la dernière bouchée avec les enfants. Mais la femme ne voulut rien entendre. Elle le gourmanda, et il lui fit 1000 reproches. Qui a dit A doit dire B. Comme il avait accepté une première fois, il dut consentir d'heure-chef. Les enfants n'étaient pas encore endormis. Ils avaient tout entendu. Quand les parents furent plongés dans le sommeil, Hansel se leva avec l'intention d'aller ramasser des cailloux, comme la fois précédente. Mais la marâtre avait verrouillé la porte, et le garçon ne put sortir. Il consola cependant sa petite sœur. « Ne pleure pas, Gretel. Dors tranquille. Le bon Dieu nous aidera. » Tôt le matin, la marâtre fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois, sur la route de la forêt. Hansel l'émietta dans sa poche. Il s'arrêtait souvent pour en jeter un peu sur le sol. « Hansel, qu'as-tu à t'arrêter et à regarder autour de toi ?» dit le père. « Va ton chemin. »« Je regarde ma petite colombe sur le toit pour lui dire au revoir, » répondit Hansel. « Fou, dit la femme, ce n'est pas la colombe, c'est le soleil qui se joue sur la cheminée. » Hansel, cependant, continuait à semer des miettes de pain le long du chemin. La marâtre conduisit les enfants en fin fond de la forêt, plus loin qu'ils n'étaient encore jamais allés. On y refit un grand feu, et la femme dit « Restez là, les enfants. Quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu. Nous allons couper du bois, et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait éparpillé le sien le long du chemin. Puis ils dormirent, et la soirée passa sans que personne ne revint auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur, disant « Attends que la lune se lève, Gretel, nous verrons les miettes de pain que j'ai jetées. Elles nous montreront le chemin de la maison. » Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais de miettes, point. Les 1000 oiseaux des champs et des bois les avaient mangées. Les deux enfants marchèrent toute la nuit, et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies sauvages. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. 3 jours s'étaient déjà passés, depuis qu'ils avaient quitté la maison paternelle. Ils continuaient à marcher, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. Si personne n'allait venir à leur aide, ils ne tarderaient pas à mourir. À midi, ils virent un joli oiseau sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux.
Ils le suivirent jusqu'à une petite maison, sur le toit de laquelle le bel oiseau se percha. Quand ils s'en furent approchés tout près, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je mangerai un morceau du toit, ça a l'air d'être bon. » Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. On entendit alors une voix suave qui venait de la chambre. « Langue, langue, lèche. Qui donc ma maison lèche ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, c'est le vent. » Céleste des enfants. Et ils continuèrent à manger sans se laisser détourner de leurs tâches. Hansel, qui trouvait le toit fort bon, en fit tomber un gros morceau par terre. Et Gretel découpa une vitre entière, s'assit sur le sol et se mit à manger. La porte tout à coup s'ouvrit, et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit « Eh, chers enfants, qui vous a conduits ici ? Entrez, venez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. » Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite 2 petits lits. Hansel et Gretel s'y couchèrent, ils se croyaient au paradis. Mais l'amitié de la vieille n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière à l'affût des enfants. Elle n'avait construit la maison de pain que pour les attirer. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. La sorcière avait les yeux rouges et elle ne voyait pas très clair. Mais elle avait un instinct très sûr, comme les bêtes, et sentait venir de loin les êtres humains. Quand Hansel et Gretel s'étaient approchés de sa demeure, elle avait ri méchamment et dit d'une voix mielleuse « Ceux-là, je les tiens, il ne faudrait pas qu'ils m'échappent, ha 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 !» À l'aube, avant que les enfants ne soient réveillés, elle se leva. Quand elle les vit qui reposaient si gentiment avec leurs bonnes joues toutes roses, elle murmura « Quel bon repas je vais faire !» Elle attrapa Hansel de sa main rêche et le conduisit dans une petite étable et l'y enferma au verrou. Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, la secoua pour la réveiller et s'écria « Debout, paresseuse, va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer. Mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait l'ogresse. On prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats. Gretel, elle, n'eut droit qu'à des carapaces de crabes. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'écurie et disait « Hansel, tends tes doigts que je vois si tu es déjà assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière qui avait de mauvais yeux ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point. Quand 4 semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Holà, Gretel, cria-t-elle, dépêche-toi d'apporter de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et je le mangerai. » Ah, comme elle pleurait, la pauvre petite, en charriant ses seaux d'eau, comme les larmes coulaient le long de ses joues. « Dieu bon, aide-nous donc, s'écria-t-elle. Si seulement les bêtes de la forêt nous avaient dévorés, au moins serions-nous morts ensemble. » Cesse de te lamenter, dit la vieille, cela ne te servira à rien. De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. Nous allons d'abord faire la pâte, dit la sorcière. J'ai déjà fait chauffer le four et préparé ce qu'il faut. Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortaient de grandes flammes. Faufile-toi dedans, ordonna-t-elle, et vois s'il est assez chaud pour la cuisson. Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi. Mais Gretel devina son projet et dit « Je ne sais comment faire. Comment entre-t-on dans un four ?»« Petit oie, dit la sorcière, l'ouverture est assez grande. Vois, je pourrais y entrer moi-même. » Elle y passa la tête. Alors Gretel la poussa vivement dans le four et claqua la porte et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler épouvantablement. Mais Gretel s'en alla et cette épouvantable sorcière n'eut plus qu'à rôtir.
Gretel, elle, courut aussi vite qu'elle le pouvait chez Hansel. Elle ouvrit la petite étable et dit « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte !» Hansel bondit hors de sa prison, aussi rapide qu'un oiseau dont on vient d'ouvrir la cage. Comme ils étaient heureux, comme ils se prirent par le cou, dansèrent et s'embrassèrent. N'ayant plus à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la sorcière. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que mes petits cailloux, » dit Hansel en remplissant ses poches. Et Gretel ajouta « Moi aussi je veux en rapporter à la maison. » Elle en mit tant qu'elle put dans son tablier. « Maintenant, il nous faut partir, dit Hansel, si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. » Au bout de quelques heures, ils arrivèrent sur les bords d'une grande rivière. « Nous ne pourrons pas la traverser, dit Hansel. Je ne vois ni passerelle ni pont. »« On n'y voit aucune barque non plus, dit Gretel. Mais voici un canard blanc. Si je lui demande, il nous aidera à traverser. » Elle cria « Petit canard, nous sommes Hansel et Gretel. Il n'y a ni barque, ni grès, ni pont. Fais-nous passer avant qu'il ne soit tard. » Le petit canard s'approcha et Hansel se mit à califourchon sur son dos. Il demanda à sa sœur de prendre place à côté de lui. « Non, répondit-elle, ce serait trop lourd pour le canard. Nous traverserons l'un après l'autre. » La bonne petite bête les mena ainsi à bon port. Quand ils eurent donc passé l'eau sans dommage, ils s'aperçurent au bout de quelque temps que la forêt leur devenait de plus en plus familière. Finalement, ils virent au loin la maison de leur père. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. L'homme là n'avait plus une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa femme était morte. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux, tous ensemble. Le petit chaperon rouge des contes de Perrault, chuchoté pour s'endormir. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère encore plus. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra Compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » dit le petit chaperon rouge, « c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, la première maison du village. » « Eh bien, » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte « Toc toc, qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère grand qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »
Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. » En disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange, s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fil et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups sont les plus dangereux. Bonne nuit. C'est la fin de l'histoire. Si mon histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines publications. Bonne nuit et faites de beaux rêves enchantés.